Bon, alors, après avoir discuté avec les concepteurs, vous voyez bien, leur point de vue est forcément favorable, mais je me suis permis d'inviter maintenant un utilisateur. Donc, je vais appeler le docteur Nathan, qui est à Paris. Thierry, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et en particulier, quel type d'activité as-tu sur Paris? Bonjour Thomas, oui, je me présente, je suis Thierry Nathan, je suis chirurgien dentiste et j'exerce dans l'est de Paris, dans le 93, à Montreuil. J'ai une activité d'omnipratique, comme je l'ai dit, qui est orientée chirurgie et mon activité est à 99,9% numérique dans tous mes flux. Et tu as acquis le Mojo depuis combien de temps? J'ai le Mojo depuis mai 2020, donc ça va faire bientôt un an. Et donc, ça fait pratiquement un an, et donc maintenant, ton retour sur cette année d'utilisation du Mojo? Alors, d'un point de vue humain, exceptionnel, parce que j'ai rencontré énormément de gens qui avaient envie de participer, de partager. L'équipe Mojo a été déterminante sur la manière d'interagir, la réactivité et autres. Et sur mon activité elle-même, en fait, ça m'a permis d'avoir une vision un petit peu plus, j'allais dire, globale et en même temps de zoomer sur certaines choses que je pouvais moins bien voir, et notamment des concepts, de pouvoir valider certains concepts occlusaux ou autres qui n'était pas forcément mon point fort avant et qui reste quelque chose qui se discute en équipe, notamment avec mon laboratoire préféré. Est-ce que tu peux rentrer plus être plus précis justement sur cette notion des indications cliniques et de la façon dont tu communiques tes remarques, tes recommandations, tes souhaits à ton laboratoire de prothèse? Bien sûr, donc j'utilise le Mojo dès que ça me paraît opportun. Ça peut être pour une couronne unitaire, quelle qu'elle soit. Ça peut être pour une molaire unitaire, quelle qu'elle soit. Ça peut être pour un petit bridge ou des cas complets. On a toutes les indications possibles et imaginables. La seule chose, c'est que en fait, ça dépend de moi et du curseur où je veux le mettre. Là, par exemple, je pense à un cas concret où pour valider la manière dont on avait designé une centrale, qu'on a pris du temps à réhabiliter, j'ai terminé par mettre une couronne de transition et de valider que mon schéma occlusal et mon guide antérieur était fonctionnel grâce à l'utilisation du Mojo en enregistrant les mouvements physiologiques du patient, parce que d'utiliser le Mojo, en fait, ça permet d'avoir non pas un articulateur virtuel ou des concepts occlusaux en place, mais juste notre patient et ses mouvements, quels qu'ils soient, tout ce qu'on peut enregistrer du patient, donc un patient virtuel. D'accord. Mais c'est pas, tu vas pas. Donc si je comprends bien, tu limites pas ça à, je sais pas, un édentement complet ou des choses comme ça, parce que quand on pense un petit peu au mouvement, à la 4D, en fait, on pense la réhabilitation complète, quoi. L'édenté complet, c'est un peu à ça qu'on a à l'esprit, quoi. Et toi, tu dis que c'est pas le cas. 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, moi je suis pas occluso spécialiste. J'ai une activité classique. Hein. Je fais ce que j'ai à faire. Simplement, j'ai intégré certaines choses qui me paraissent importantes. Je dirais que dans mes patients, il arrive très fréquemment, j'ai pas de statistiques, mais peut-être à 80% que ce soit des cas unitaires à restaurer. Ça me permet de sécuriser mon activité au maximum. Je pense à des cas tout simples. Il arrive qu'on puisse perdre des implants sur des verrous d'occlusion, c'est-à-dire une molaire qu'on a réhabilitée, puis l'occlusion est pas simple. En tout cas, elle n'a pas été envisagée d'une certaine manière parce qu'il peut y avoir des choses qu'on ne puisse pas voir. En tout cas, on peut les envisager de cette manière-là, donc sur des unitaires, sur des petits bridges, ou alors des cas plus complets, effectivement. Mais en ce qui me concerne, ça m'a permis de m'aguerrir un petit peu et de pouvoir avoir une sécurité aussi bien pour moi que pour le patient sur ce que j'étais en train de faire, parce que je la visualise. Et ensuite, de mon côté, et en discutant avec mon laboratoire, on peut avoir des discussions plus saines avec un support qui est visible. Et tu sais que l'un des freins à la mise en œuvre du numérique dans les cabinets, c'est le prix. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? On va dire qu'il y a plein de choses qui sont assez positives. La première, c'est que, étant donné que je gagne du temps en fauteuil et que j'ai moins, voire presque plus d'essayages à faire, j'ai un coût au fauteuil et un coût global qui diminue. Donc déjà, je gagne du temps et je gagne une partie de l'argent en étant au niveau du rendement bien meilleur. La deuxième étape, c'est aussi, et c'est celle qui en découle, c'est que, étant donné que la communication avec le laboratoire se fait de manière beaucoup plus simple et visuelle, on va gagner du temps sur ces étapes de laboratoire. Et moi, pour moi, ça me permet aussi de me concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire les étapes de soins, puisque par définition, la conception de la prothèse sera idéale. Chez nous, comme tu le sais, on n'a pas le droit de se faire de la pub. Le bouche à oreille du patient
et déterminant. Et en ce qui me concerne, de pouvoir réaliser des choses un petit peu plus techniques, j'allais dire, sans avoir besoin de moi progresser dans un premier temps. Ça veut dire juste de pouvoir passer le cap de la 4D, c'est-à-dire le mouvement, et d'enregistrer certains mouvements qu'on ne pouvait pas envisager. C'était important. C'est quelque chose qui me manquait et qui m'a un petit peu aguerri. C'est-à-dire j'y prends un peu plus de plaisir déjà dans mon activité. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, a un coût, mais qui n'a pas de prix en ce qui me concerne. Et à ce moment-là, en termes de communication avec ton patient et d'image de marque, tu as senti un impact ou pas? J'ai un patient qui a décidé, en faisant le tour, de pouvoir accepter en fait ce que je lui proposais parce que j'ai pu lui montrer. Ça permet aux patients de visualiser des choses qu'ils ne pourraient pas voir avant. Même pour des trucs tout bêtes. C'est-à-dire qu'il y a de l'usure et elle se répartit comme ça quand vous mastiquez. Vous pouvez voir que cette dent et ces autres dents, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent dans la discussion qui ne pouvaient pas être visibles. Et il y a un élément en plus parce qu'on enregistre aussi un petit peu les pentes rondéliennes et le mouvement du dentalé. Pour eux, ça ne leur parle pas, mais ils voient que les mouvements peuvent se faire. Tu peux leur expliquer c'est rectiligne ou c'est pas rectiligne. Et tu peux leur expliquer que ces choses-là découlent de certains éléments cliniques. Et en fait, c'est assez visible pour tout le monde. Après, il y a un deuxième frein qui est un frein peut-être plus psychologique, c'est la courbe d'apprentissage. C'est difficile de rentrer là-dedans? À partir du moment où tu fais la première démonstration, on t'apprend à capter, en fait. Et une fois que tu sais capter, tu peux avoir différents leviers. C'est-à-dire que capter, c'est la première étape. Tu peux déléguer tout ce que tu veux à partir du moment où tu peux enregistrer ton patient. Et ensuite, le Mojo a différentes possibilités qui te permettent d'évoluer toi aussi. C'est-à-dire qu'avec ce que tu peux enregistrer, ça peut être un outil de diagnostic pour beaucoup de choses. Et la première étape, c'est d'abord c'est pas très compliqué, hein, ça prend à peu près 5-10 minutes. Moi, je dirais que la bonne technologie, c'est quand il y a entre guillemets pas de technologie, c'est-à-dire que quand le truc vient directement s'intégrer dans ton flux et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est comme ça, c'est carré. Aujourd'hui, mon assistante, après le deuxième patient qu'on a mojoté, elle se pose plus la question. Je dis Mojo, elle sait comment l'allumer, le patient est positionné, on a déjà le switch, elle sait très bien faire ça. Ouais, c'est quelque chose qui est intégré complètement dans notre flux. J'ai même pas besoin d'expliquer parce que c'est un grand cas ou pas de grand cas. Dès que je dis Mojo, c'est parti en fait. Très honnêtement, voilà, on s'essaye de plus en plus à des petits cas parce qu'il n'y a pas de petits cas ou de grands cas. Il y a juste des cas qu'on veut qui durent dans le temps en fait. Donc on veut le rendre pérenne. Donc pas de regret de cet achat? Aucun regret. Je pense que je suis très loin d'utiliser son potentiel maximum. Et du coup, j'apprends beaucoup. C'est aussi par différents biais, aussi bien de la communauté Mojo, parce qu'il y a une communauté Mojo. Il y a différents utilisateurs qui communiquent. C'est un peu partout. C'est quelque chose d'assez polyvalent. C'est pas restreint à la France, même si c'est une société française. Dans le monde, il y a beaucoup d'utilisateurs, certains de grands renoms dans notre profession, et qui partagent volontiers, si tu veux leur savoir, leurs petites astuces. Et ça apporte énormément de choses, pas seulement avec le Mojo, mais simplement dans ta pratique, savoir comment tu utilises ces choses-là. C'est quand même un peu pour tout, comme en chirurgie guidée, comme plein de choses. On a une ouverture, si tu veux, de la manière de communiquer, de pouvoir montrer son savoir sans avoir besoin que ce soit compliqué. C'est une façon simple de communiquer entre nous, en fait. Bon, bah super, on se retrouve pendant le congrès ARIA alors. Avec grand plaisir. Salut!